Claude Massé et Serge Bonnery, bonjour. Il y a un livre vient de sortir aux éditions Traboucaire qui raconte un peu la vie de Claude par Serge. C'est bien ça, j'ai bien suivi. Ouais, alors, si je peux me permettre, oui, l'idée c'est ça, mais c'est pas la vie de Claude racontée par Serge Bonnery, c'est Serge Bonnery qui, avec ses petits outils de journaliste depuis 35 ans quand même, donc commence à un peu être habitué, qui pose des questions. Ouais. En fait, c'est un livre d'entretien parce que ce que C'est un livre de j'ai femme de ménage. Ouais, voilà, tout à fait, exactement. C'est parce que ce que j'ai remarqué quand j'ai commencé à m'intéresser au parcours de Claude, c'est que beaucoup de gens, de ses amis, philosophes, écrivains, ont écrit sur son travail, magnifiquement d'ailleurs, Ouais. mais qu'il manquait un livre dans lequel on l'entend de lui Ah oui, parler de son propre travail. Voilà. d'accord. Et donc l'idée de départ, On le c'est laissait pas ça. parler, on l'écoutait mais on ne le laissait pas parler avant. Voilà. C'est Mais terrible. selon peut-être, alors moi je ne pense pas, contrairement à beaucoup, je pense que c'est intéressant d'entendre les artistes parler de leur travail. Oui, On dit parfois ils peuvent pas en parler parce qu'ils sont dedans. oui, parce qu'il est pas muet. Enfin, on va le voir parce que là on Voilà. l'entend pas. Sauf que non, moi je pense que même s'ils ont des difficultés parfois les artistes à parler de leur art, ce qui peut se comprendre, c'est toujours intéressant de les entendre. Donc une fois, voilà quelle était l'idée générale et globale du livre. Alors, qu'on te fasse parler, toi, ça t'a plu? C'était pas désagréable d'avoir un type qui déboule chez toi, un peu comme moi ce matin, qui veut du café, un peu comme moi ce matin, et qui dit mais qui êtes-vous, Claude Massé? Alors, mon cher Codeville, je crois que vous me connaissez. Un peu. Et là, pour l'interview, par moments je vous tutoierai, d'autres moments je vous voirai. Alors, mon cher Codeville, vous me connaissez parce que déjà vous avez fait des interviews sur moi et vous êtes venu quelquefois à la maison ou dans la rue. Moi, j'étais très heureux lorsque Serge Bonnery, c'était un 22 avril dans Perpignan, sur la place Arago. Il m'a interpellé et il m'a dit Claude, il faudrait qu'on fasse quelque chose. On se connaissait depuis de nombreuses années à Carcassonne, lorsque j'ai fait des expositions à la Fondation Joël Bousquet. Donc j'étais très heureux de ça. Et Serge me téléphone quelques jours après et on a mis au point ce travail. Il est venu pendant un an et demi à la maison, toutes les semaines ou à peu près. Et de 9h du matin à 11h30, mais des fois midi, nous avons travaillé sur des histoires que j'ai pu lui raconter. Des histoires de mes années à Paris et ensuite mes années à Perpignan. Et en dehors de ces deux passages, il y a un passage aussi sur ma vie d'enfance et d'adolescent. Voilà. Tu aimerais, Codeville, que je parle surtout de mon travail. Bah, c'est un peu le but, hein, l'artiste, machin, tout Oui, ça. Ces semaines oui, au ski, ça intéresse moins, faut dire ce qui est. voilà. Alors, le problème du Liège, c'est un peu le hasard. C'était à l'école des Beaux-Arts, quand je suis passé à l'école des Beaux-Arts, après 11 ans passés à la bibliothèque municipale, je passe à l'école des Beaux-Arts et là, je vois des dizaines, des centaines d'élèves travailler. Et moi, je ne faisais rien, ou à peu près, si ce n'est que quelques textes. Des Quelques textes. collages aussi, genre. Pas Oui, encore? Si. si, j'avais fait tout un travail dans les années 62-63 sur les collages avec, je me servais du massicot, un grand massicot, et Mm. chaque massicot, euh, je, je, j'ai découpé certains livres qui étaient mis au rebut, et à partir de là, je faisais des collages avec ces rebuts, et ça a été une période. Une période aussi de collage avec des cordelettes et des cordes. Ça a été une période 62-63. J'ai fait même une exposition euh,
64, à la bibliothèque municipale, dernier étage, il y avait des collages et des tubes. Et il y avait 17 tubes. Et naturellement, je n'ai pas annoncé cette exposition. J'ai fait ça en catimini. Il n'y a eu personne qui est venu, si ce n'est qu'un collègue de travail qui se souvient de l'histoire et qui m'a fait toute une série de photos. Un psychiatre lyonnais a appris cette exposition, dû dire c'est un type qui doit être touché un petit peu. Hein. Il m'a fait venir cette exposition dans une librairie à Lyon. Et c'est la seule exposition que j'ai faite à l'époque, dans 64, et il a acheté les 17 choses. Je n'ai jamais plus revu ce personnage. Donc je passe à l'école des Beaux-Arts en 1970, et je suis estomaqué de voir tous ces jeunes qui travaillent. Il y avait combien d'élèves à l'époque? Bon, parce que là, elle vient juste de fermer, donc c'est intéressant qu'on en cause de cette... Entre 180 et 200 élèves. Voilà. Il y a une vingtaine d'enseignants et 5 ou 6 administratifs. Donc voilà, il y a 25 personnes en tout à peu près. Là, pour moi, c'est une grande époque parce que j'ai passé 11 ans dans cette école et au bout de quelques années, par hasard, un de mes élèves, un élève vient me trouver et me dit « Massé, qu'est-ce que je pourrais faire comme diplôme ?» Je lui dis « Je réfléchirai, on en parlera ensemble. » Puis j'ai réfléchi et je le fais appeler et je lui dis « Tu pourrais faire un travail sur le liège. » Donc ce garçon fait son diplôme sur 5 ans sur le liège. Il s'appelle Étienne Savench. Alcounek. Comment? Alcounek, je le connais, c'est un ami. Il est bibliothécaire maintenant au musée de Syrie. Voilà. Voilà. Donc c'est un garçon adorable et avec lui je vais en forêt et pendant que lui fait ce travail théorique, moi je ramasse des morceaux de liège, etc. On va dans des usines, on nous donne des bouchons, on nous donne des muselets, on nous donne bref. Et en rentrant pour épater ma femme, l'après-midi, à l'école des Beaux-Arts, je me suis amusé à faire un travail. Je suis dans l'agglomération, je faisais des places qui en quelque sorte étaient des places qui étaient en quelque sorte des jardins, c'était un côté un peu décoratif. Et puis je faisais ça avec des bouchons et des allumettes. Et le tout, je l'ai peigné, je l'ai collé, je l'ai peigné. Parce qu'après, finalement, mon travail, ce n'est pas un travail de sculpteur, ce n'est pas un travail de peintre. C'est un travail simple, c'est un travail de colleur. Je colle les clous, et je colle mes étiquettes, ou je colle mes papiers ou mes tissus. Donc c'est toujours un problème de collage. Dire ça parce qu'un jour Viala m'a dit « Mais Claude, tu n'es pas un sculpteur, tu es quelqu'un qui fait des collages. » Et donc à partir de là, si Viala le dit, ça m'est resté. Même si mon travail de liège, il y a tout un travail au niveau de... Oui, les patotes, c'est un peu travail, c'est pas que coller. Voilà. C'est collé par des clous, quand même. D'accord. C'est-à-dire, toujours, il y a cet élément du clou qui rappelle du clou. Mais il y a à l'intérieur de mes travaux sur le liège, que je vais commencer donc en 74, 75. C'est un travail où je m'y mets tous les jours. C'est-à-dire je fais énormément de pièces. Le côté boulimique de l'histoire. Peut-être pour ne pas me voir mourir. Parce qu'en fait, finalement, c'est autour de ça que ça m'a toujours tracassé. Donc, je fais énormément de pièces. Pendant ce temps, Savench fait son truc théorique. Et à partir de là,
on a des discussions ensemble, etc., etc., au niveau de mon travail, que je ne montre pas tellement. Je me fais faire une clé de l'école des Beaux-Arts le soir, lorsque l'école est fermée, vers 8h, 8h30. Je viens faire un tour de l'école des Beaux-Arts, je monte au dernier étage. Et là, je travaille jusqu'à 11h minuit, pratiquement pendant très très longtemps. Dans cette espèce de calme et en même temps ce côté un peu angoissant Oui, du vide. de l'école vide. Oui, puis un petit côté clandestin aussi. Il y a un petit côté, Il y a toujours quelque chose de clandestin dans la création artistique. C'est ça. Tu le fais rarement, sauf... Et le côté caché. Oui, tu le fais rarement au vu du public, sauf dans le cadre Oui. d'installation, de démonstration, mais c'est un exercice particulier, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre du clandestin qui se joue. Je voudrais, si je peux me permettre, rajouter quelque chose. Rajoute. Claude évoque ce moment où l'idée lui vient de travailler le liège en contact avec ses élèves de l'école des Beaux-Arts. C'est la réalité. Il y a néanmoins une dimension qui, à mon avis, vient de plus loin et que Claude raconte dans le livre. Il faut aller aussi chercher des réponses dans l'enfance. Il se trouve que Claude a grandi à Céret et a grandi dans un giron familial, dans un environnement familial où il y avait un personnage qui devait être assez curieux, qui s'appelait Victor Crastre, lequel était instituteur à Taillé. Et donc, tous les week-ends ou régulièrement, la famille Massé prenait l'autobus pour monter à Taillé et pour aller passer le dimanche chez Crastre. Crastre qui avait été un compagnon de route des surréalistes, il avait navigué aux côtés de Breton à un certain moment, il avait écrit un livre sur André Breton, etc. Bien. Et il se trouve que Taillé était entouré de Chêne-Liège. Il existe une photo de Claude tout enfant, où on voit Claude embrasser des bras, dans le sens étymologique du terme, un tronc d'arbre. La photo de couverture du livre, elle a été faite dans la forêt de Taillette, parce qu'on est allé retrouver ce chemin d'enfance, et d'ailleurs il est probable même que certains des arbres autour desquels les photos ont été faites existaient déjà. Oui. Du temps de D'ailleurs, ils l'ont l'enfance. salué. Au passage, il se rappelait bien de ce petit enfant de 4 ans. Voilà. Et donc il y a quelque chose qui vient de l'enfance. Il y a autre chose de très émouvant qui est raconté dans le livre. C'est Claude qui se souvient d'une de ses tantes, tante Mimi, dont l'une des occupations, l'un des travaux, l'un des emplois, était de façonner des bouchons de liège. D'accord. C'est des gens qui ont amené le matin un panier de liège brut. Et il fallait qu'à partir de ce liège brut, elle façonne les bouchons. Tant de bouchons, ouais. Voilà, tant de bouchons, c'est-à-dire plus elle les en façonnait, Ouais. j'imagine, Plus elle gagnait d'argent, oui. puisqu'elles devaient être payées à l'unité. Et ça rejoint, ça peut aussi expliquer un peu le côté boulimique. Quand Claude fait un liège, il ne fait pas un liège, il fait 10, 15, 20, 30, 40 lièges. Comme la tante, il se sent obligé, pour gagner un peu d'argent, d'en faire beaucoup. D'en faire beaucoup, ben oui. Voilà, donc il y a tout ça qui se mêle et qui finalement devient cohérent. On m'a posé la question, on m'a dit si tu avais vécu en Alsace ou en Normandie, est-ce que tu aurais fait, je n'en sais rien. Est-ce que j'aurais travaillé avec un autre bois ou est-ce que je n'aurais pas travaillé du tout? Tu aurais bu du cidre dans les bocages et tu t'en serais contenté. Alors, sortir un livre, c'est important parce que en ce moment, je dirais qu'on a des problèmes d'identité. Je ne veux dire pas qu'on se soit fait contrôler plusieurs fois, mais il y a un double phénomène auquel nous, tel le jambon du sandwich, on est au milieu. C'est d'un côté la Catalogne Sud qui veut devenir indépendante, et de l'autre côté une grande région dans laquelle, par Anschluss, nous avons été absorbés, et qui ne sous-titre même pas qu'il y a dans la composition des Catalans dedans. Claude Massé, toi qui es un Catalan pur jus, qui est très représentatif de notre département, parce que Liège, justement, donc tu es à toi tout seul une bande d'identité de ce territoire. Qu'est-ce que tu en penses, ça? Où tu te situes, à part sur le canapé? Alors je me situe, comme tu l'as dit, nous sommes une famille catalane, aussi bien d'un côté de mon père que de ma mère. Chez mon père,
on est remonté jusqu'en 1255. Sur ma mère, peut-être c'est beaucoup plus ancien, mais je n'ai travaillé que jusqu'au XVIIIe siècle. Donc, comme le dit mon père, nous sommes catalans 100%. Mais j'ai une culture française. Une culture française, d'abord par l'école, par les contacts que j'ai eus dans ma vie, où je n'ai rencontré très peu de Catalans, si ce n'est qu'ici, jusqu'à mon adolescence, puisque je pars d'ici, où j'ai 17 ans. Quand je suis à Paris, on me demande d'où tu es, où c'est que tu es né, où c'est que tu as vécu. Et je dis, je suis catalan. Je ne dis pas, je suis de Perpignan, je suis français, je dis, je suis catalan. Mais je ne parle pas le catalan. Chez moi, mon père parle avec sa femme, avec Louise, ils parlent catalan tous les deux. Elle est de Reynès, lui, il est né à Évole, mais il est resté que quelques mois. Il se situe davantage Saint-Jean-Pas-de-Croix et Séguier. Mon père, au niveau du catalan, on n'en a jamais parlé avec lui. C'est un des grands regrets que j'ai, c'est de ne pas avoir eu des discussions sur la catalanité. La seule chose que je peux dire, c'est que la plupart des gens qui collaboraient, qui venaient à la maison, étaient des Catalans, comme Marcel Pic, comme Jordi Pérez-Cerda, qui se sont vus pendant des années, Pierre Verdaguer. Je peux dire aussi que c'était des personnages qui étaient marqués par la catalanité, mais étaient surtout marqués par le français. Ce qui désiraient, c'est d'être édité par des éditeurs français. Il n'en existait pas. Hein. Ici, tu veux dire? Oui, ici dans le département. D'accord. Le premier contact, la première personne qui a écrit en catalan, qui a dirigé un journal en catalan, c'est le Tanor, 1914, par un personnage qui était italien, mais qui a vécu énormément ici, qui était même professeur de l'école Saint-Louis. C'était Abdon Poggi. Poggi qui est enterré à Serralongue, il y a une dalle, en catalan d'ailleurs. Et Poggi était un féru de catalan. Il y avait aussi Albert Janicot, qui a publié la revue Madeloc, qui aussi... Il n'y avait pas d'éditeur, mais il y avait des revues. Il y avait des revues qui paraissaient et dans lesquelles circulait, commençait à circuler une langue littéraire et poétique catalane. Mais c'est vrai, il n'y avait pas d'éditeur proprement parlé. Alors, je dis 1970, pour moi c'est une date très importante. C'est la première fois qu'on parle de pollution. Le grand tourisme, 70. Et le retour au pays, 70. C'est une date très précise sur laquelle j'ai fait le tour. Le retour au pays, 70, la plupart des instituteurs, des enseignants qui étaient en Algérie, qui étaient ailleurs, sont revenus prendre leur retraite en Roussillon. Et à partir de là, ces mêmes personnages qui n'avaient pas parlé une seule fois catalan se sont retrouvés dans un pays qui était le leur, mais un peu à l'abandon. Il y a une réappropriation dans cette période-là de l'identité, de la langue. Il y a plein de mouvements dans des années qui datent de 68, qui se prolongent dans les années 70. Occitan, avec la renaissance de la chanson occitane, etc. Et on voit un peu se développer tout ça. Mais il y a autre chose qu'il faut dire aussi par rapport à cette culture française de clones. C'est que Ludovic Massé est un impeccable instituteur de la Troisième République. La France, une et indivisible, et avec une seule langue qui fait l'identité de la nation, c'est le français. Et Ludovic Massé parle à ses enfants en français,
exactement comme on a parlé à toute sa génération en français, alors que dans la maison, dans le cercle privé, on parlait ou le catalan ou l'occitan de l'autre côté de la frontière de Sals, mais c'est parce que c'est la même chose. Moi qui viens de là-bas, je peux en témoigner, je l'ai vu, alors je ne suis pas de la génération de Claude, je ne l'ai pas vécu de la même manière, mais les histoires se racontent et se transmettent. Chez moi, mes arrière-grands-parents parlaient en occitan, mais à leurs filles, ils leur parlaient français, parce que c'était la règle, c'était comme ça. Voilà. Donc, soyez propre, parlez français, comme vous trouvez dans les... Ludovic Massé est, je le redis, cette expression, parce que je la pense juste, c'était l'instituteur impeccable. Le hussard noir. Mais oui, le hussard de la République, c'était ça, la réalité des choses. Non, Claude, je me trompe? Non, non, c'est ça. D'où cette, finalement, double identité, d'une certaine manière. Alors, il y a des gens qui vont me tomber dessus si je parle de double identité. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça existe ou pas? C'est un problème très complexe. Mais en tout cas, moi, ce que je peux dire, ce sur quoi je peux témoigner par rapport à ta question, Nicolas, c'est que l'art de Claude, parce que finalement, c'est ça qui nous intéresse, oui, son travail. C'est ce qu'il nous dit à travers ses collages, et ses patotes, et ses lièges. C'est un art solaire. C'est un art méditerranéen, totalement méditerranéen. Il y a de la lumière dans son travail, et il y a tout ce que véhicule cette Méditerranée du brassage, des croisements, des gens, des influences diverses qui sont venues de tout ce pourtour méditerranéen. Ça dit ça aussi, le Liège de Claude, je pense, quelque part. Oui. Et j'espère que je ne dis pas de bêtises. Non, non, tu ne dis pas de bêtises. Non, non, je ressens comme ça. Alors, donc, ce travail-là, cette année, il se passe des tas de choses. On est à une période charnière. Alors, charnière, ce n'est pas une insulte, on ne dit pas espèce de petit gond. On est à une période charnière parce que, donc, on l'a dit, l'école des beaux-arts vient de fermer. Et toi qui avais proposé toute ton œuvre à la ville de Perpignan en a eu, franchement, rien à foutre. Je n'ai pas proposé. Ah. C'est quand j'ai fait cette exposition avec le soutien du CEDAC à l'époque, Oui. À Gérone, au repas, Oui. Jean-Paul Arduil m'a proposé de faire quelque chose à Perpignan. D'accord. Et c'est là que je lui ai dit, j'aimerais l'université. Ça n'est resté là. Jamais plus on en a reparlé. C'est une des raisons pour laquelle je pense qu'on savait le travail que je faisais depuis 25 ans, on aurait pu me proposer quelque chose à l'époque. Comme on ne l'a pas fait et que quelqu'un d'autre s'est proposé à me faire exposer et à prendre tous mes travaux sur la marginalité ainsi que mes travaux de Liège à Bècle, j'ai décidé de partir à Bècle. Enfin, ton œuvre, parce que toi, ton canapé reste à Perpignan. Oui, non, mais c'est... Mais est-ce que c'est pas terrible quand même que dans ce territoire, alors bon, il y a la fameuse phrase "on n'est jamais prophète en son pays", encore que Mahomet le fut, donc si ça fait jurisprudence, rate des occasions, son métier à ce territoire, c'est de rater des occasions, et pas qu'au rugby. Oui, moi peu importe, je pense que ce qui m'a touché surtout, c'est le regard d'une personne à travers mon travail et tout ce que j'avais fait et qui m'a tendu la main. C'est la raison pour laquelle je me suis embarqué rapidement avec la municipalité de Bècle. Ouais, cette belle aventure qu'est le musée de la création franche, il faut quand même le dire, c'est un lieu magnifique et qui est ouvert à cette création spécifique. Non, moi ce que je dirais, peut-être pour nuancer un peu, oui, comme partout, je vois que c'est pas spécifique, très franchement, je parle très sincèrement. Je ne pense pas que l'histoire des occasions manquées soit spécifique, malheureusement, au département des Pyrénées-Orientales. Oui. On en voit partout des occasions manquées. Il y a quand même le musée de Céré, on va dire que ce sont des occasions manquées, il y a le musée de Collioure, il y a le musée de Terrus-Sahel. Bon, il y a quand même des lieux qui rappellent que quelque part, ce territoire a aussi eu son rayonnement, son âge d'or artistique à une certaine époque. Il pourrait y avoir beaucoup plus. Ce qui est dommage, c'est vrai, dans le cas de Claude, c'est que son travail sur la marginaux, qui rejoint un peu ce qu'a fait Dubuffet
à l'échelle européenne sur ce qu'il a nommé l'art brut. Mmh. Tout le travail de Claude sur ce que lui a appelé l'art autre pour se démarquer de l'art brut du buffet. Il l'a fait sur un territoire spécifique, les PO. Les personnages 27, on parle d'une vingtaine dans le livre, sur lesquels Claude a essentiellement travaillé, qui est une création marginale, qui se fait dans une forme de clandestinité, pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure. Ces gens-là, la spécificité de ce travail, c'est qu'il est circonscrit à un territoire, les Pyrénées-Orientales. Voilà. Là, on peut dire qu'effectivement, c'est dommage, et que c'est une occasion manquée, que le travail sur cette marginalité ne soit pas finalement resté au plus près de l'endroit où il a été conçu. Le conseil départemental n'a pas bougé non plus d'ailleurs. Non, voilà. Donc là, il y a effectivement un acte manqué, il y a quelque chose de l'ordre, voilà, bon, ça s'est pas fait. Voilà. Et la collection, elle est maintenant visible et elle est magnifiquement en valeur actuellement jusqu'au mois de septembre dans l'exposition rétrospective qui est consacrée au musée de Bègle à Claude, où on voit toute cette production de Pépé Vigne, Amar, enfin bref, tous ces personnages qui ont fait une création ici. C'est ça, et en même temps j'ai donné toutes mes archives, mes écrits, etc., et mes livres. Quand mon père est décédé, Maurice Survalès m'a dit, l'œuvre de ton père, il faudrait la mettre aux archives départementales. Et je l'ai fait. Là, c'est un peu pareil. À partir du moment où j'ai eu ce contact, c'est une chose qui immédiatement m'a touché à temps. Oui, c'est une histoire humaine aussi. C'est une belle rencontre avec le créateur de ce musée à Bègle qui fait que le courant est passé, que Claude s'est senti en confiance, donner tout son travail là-bas. C'est aussi ça. Tiens, tu apportes ça. Ah. Et justement là, c'est le petit catalogue. Ouais. Hein, le petit catalogue en fait sur mon travail. Ouais. Et sur la collection. Et sur la collection voilà. des personnages. Je te le donne. Merci. Alors, revenons au livre. Alors, ça plonge dans la jeunesse, pas de Corto Maltese, mais un peu, parce qu'il croise des personnages assez stupéfiants, comme le médecin de Lénine, qui te soigne. C'est pas tous les jours qu'on sait... Moi la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était il y a longtemps. Alors, raconte-nous comment ça se fait que tu croises donc les peintres comme Matisse, le médecin de Lénine, tout ça. Le médecin de Lénine, je peux revenir là-dessus. Sur le médecin de Lénine, une sœur de mon père se fait soigner par Salmanov, qui a été en même temps, qui a été le médecin de Lénine, mais qui a été le chef de clinique de 3 plus grands hôpitaux d'Europe. Salmanov n'a pas le droit d'exercer, il vit qui est déjà allé à Paris, et la sœur de mon père parle de ce personnage à Ludovic et lui dit peut-être que Dufy, il pourrait soigner. Donc Salmanov va venir et va soigner Dufy. C'est dans les années 51-52. Dans le peintre Dufy. Raoul. Raoul qui vit à la place Arago, qui est très lié avec mon père. Et qui souffrait de polyarthrite déformante. Hein. Oui, ce qui est gênant pour un peintre. Non seulement c'était gênant, mais il vivait sur sa chaise roulante et il souffrait énormément. Donc, le docteur Nicolo l'avait soigné et c'est le docteur Nicolo qui lui a dit... Bernard, donc. Non, c'était non, le père de Nicolo. Ah d'accord, le père du... Oui. Le père Nicolo qui l'a fait venir à Roussillon, disant que le rhumatisme, c'était l'air sec, assez sec. En réalité, ce n'est pas un endroit sec. L'endroit le plus sec de France, c'est pour le calcaire. Et alors donc, Dufy accepte que Salmanov vienne le soigner. Salmanov le soigne, mais en même temps, il va soigner le fils d'Olé, qui a une tuberculose ventrale et qui va mourir. En 1947, quand il vient, la pénicilline sera inventée cette année-là.
Dufy part en 51 ou 52 à Boston chez le professeur Burger, qui va lui faire les premières piqûres de cortisone. Il va revenir à Perpignan. Ragaillardi. Ragaillardi, pas en pleine forme, mais Ragaillardi. Et Salmanov dira à mon père, c'est sûr que d'un côté c'est pas trop mal, mais il n'en a pas pour longtemps. Et il va mourir un an après ou un an et demi après. Pas forcément à cause de la cortisone, mais les effets sûrement aussi ont été très durs pour lui. Alors donc, Salmanov vient à la maison, il me prend les oreilles, il peut me faire des soupes d'oreilles. Je le raconte ça? Oui. Et voilà, et il passe de temps en temps. Et toute notre famille s'est soignée avec les qu'on appelle ça, les conseils de Salmanov. D'accord. Qui est né à Karlsbad. Alors Karlsbad, Oui. en plus ça c'est un produit qui sort de ce lieu, Karlsbad, et qui est un produit pour l'intestin qui est fantastique. C'est des produits pour colmater les irritations intestinales. Et, oui, Dieu sait que dans ce pays, il y a de quoi être irrité. Je prends Salmanov. Oui. Mais c'était un territoire qui était vachement vivant, en fait. Parce que là, j'ai l'impression que tu me parles de l'Atlantide. Tu avais des peintres connus, des médecins, toute une vie qui a plus maintenant. Il y a eu un bombardement, il s'est passé quoi? Il s'est passé que donc j'ai 17-18 ans quand j'arrive à Paris, et à partir de là, je suis très curieux. Toute ma vie, j'ai été très curieux. J'adore les cafés. En plus. Mais je ne fais rien de ma vie. Très bien. Je ne fais rien de ma vie. Il y a une sorte de dilettantisme. De velléité Oui. qui désespère ma famille. Oui. Et alors donc, je travaille, entre autres, je travaille dans une galerie de peinture, et je travaille dans une galerie de peinture parce qu'en partant, j'ai 3 lettres. Là, on est à Paris, là. Oui, on est à Paris. D'accord. On est sorti de... Je parle à 50, on est à Paris. 51, c'est 17 ans. J'ai 3 lettres, une de Martin Dugard, Mmh. une de Raoul Dufy. Oui. Martin Dugard, prix Nobel de littérature. Oui, voilà, faut le rappeler parce que. Roger Martin Dugard, les Thibault, prix Nobel de littérature. Et une de Paul Casals. Oui, rien, enfin. Oui, voilà. Donc, 3 lettres. Un petit bagage. Je vais voir un grand marchand à Paris. Mmh. Et ce grand marchand me prend. Il me dit, Massé, ne vous attendez pas à gagner des fortunes. Ce que je veux, c'est que vous continuez vos études. Tu veux que j'aille te chercher un verre d'eau? Oui, je vais. Non, bougez pas, continue. Non, je vais te le chercher, moi. Des petites bouteilles. Ouais, ça. Ça, c'est Oui, ce qu'on appelle le yak. le yak, ça vient de l'Himalaya. Non, Connaissez. le yak, en catalan, le yak. Ah, d'accord. Le yak, c'est l'irritation De la gorge. T'as un chat, quoi, en fait. d'un chat. Mais les Catalans, ils ont carrément un yak. Oui, mon père disait toujours le yak, parce que mon père avait des expressions catalanes. Il parlait catalan avec sa mère, avec sa femme, mais avec nous, c'était des expressions. C'est pas l'alcool, non, ça. Ben, prends le relais, quoi. Profite. Hein. C'est l'avantage de jouer en double. Mais je ne sais plus où l'en était, là. Et, voilà. Mais je dirais quelque chose après par rapport à la question de Nicolas. Ouais. Ou tu veux que je le dise maintenant? Bah écoute, on profite et... Oui, alors qu'est-ce qui s'est passé dans le territoire qui est... Moi, je crois que d'abord c'est une question, mais là encore, c'est pas spécifique. Mon expérience me montre que c'est pas spécifique uniquement au Pérou. D'abord parce qu'à cette époque-là, on est dans une période de grand brassage. Les gens bougent davantage, les artistes se déplacent, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Il y a des groupes qui sont formés, le surréalisme va jouer de ce point de vue un rôle important, mais aussi les écrivains prolétaires
autour d'Henri Barbus, etc., qui sera un milieu que Ludovic Massé va à un moment donné fréquenter, en tout cas va être en relation avec ce milieu-là. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus de groupe, il y a plus, c'est chacun qui crée, qui travaille dans son coin, etc. On est quand même rentré dans une période de grand individualisme. D'isolationnisme. Et d'isolationnisme, quelque part, oui, absolument aussi. Voilà. Donc, c'est lié, tout ce brassage qu'on voit dans les départements de cette époque-là, aussi bien au niveau des peintres que des écrivains qui sont passés, etc. C'est aussi lié à ce temps où les flux de circulation d'hommes et d'idées sont beaucoup plus denses qu'aujourd'hui. Voilà, et pourtant on avait peut-être parce que le train allait partout, enfin je sais pas moi. Oui, mais effectivement, je crois que c'est parce qu'on était dans une époque de ce point de vue qui était totalement différente, quoi. Un écrivain ne pouvait pas se penser tout seul. Ludovic Massé n'aurait pas l'œuvre qu'il a faite s'il n'y avait pas eu cette confrontation à toute une génération d'écrivains avec lesquels il a échangé par lettres, on s'écrivait beaucoup, etc. Et Claude n'aurait pas fait son travail si à un moment donné il n'avait pas croisé Dubuffet quand il est venu sur Perpignan, etc. Si dans son travail, quand il était à Céret, n'avait pas eu l'occasion de rencontrer des gens comme Chagall, comme Dali. Alors, là, on prononce les noms évidemment qui sont impressionnants. Oui, ils ont vendu plein de disques. Mais d'autres aussi, quand il était à Paris, que moi je considère comme étant la deuxième partie de ses années de formation. Il y a eu les années de formation dans l'enfance autour de son père Ludovic, avec tous les gens que Ludovic accueillait chez lui. C'était quand même l'auberge catalane, on va dire, espagnole, mais ça rentrait, ça sortait là-dedans et pas n'importe qui. Et ensuite, la partie parisienne, où Claude est déjà un peu plus adulte, mais où il va rentrer dans les ateliers, rencontrer des gens comme Michel Ragon, qui est un critique d'art, qui a beaucoup travaillé notamment sur l'art brut. Il va rencontrer plusieurs fois Dubuffet, il rencontrera des peintres comme Gérard Schneider, l'un des pères de l'abstraction, on peut dire, hein, des pères de voilà, Kumisuga, enfin bref, et qui vont former sa culture, à la fois sa culture, mais aussi son regard, et surtout son regard, et qui va après donner des sens à son travail, qui est un travail tardif, il faut aussi le dire. Oui. Claude, c'est une vocation tardive. Hein. On dit que les petits génies naissent à 5 ans, lui, il est né à pas loin de 40 ans, passé à... D'accord. Tu me rassures, parce que moi-même, qui suis un dilettante total, j'aurais peut-être comme ça une activité qui va surgir en moi. Je pourrais faire des choses. C'est un message d'espoir, en fait, Claude. Oui. Mais surtout, ce que Serge n'a pas dit, c'est que ici, dans ce pays, c'est un pays de passage. C'est un pays où on ne s'arrête pas. D'accord. Donc le TGV, c'est pas étonnant. Non, oui. Mais quand on prend l'exemple de tous les groupes de créateurs qui sont passés à série, c'est par dizaines et par dizaines, aussi bien. On peut citer Picasso, Braque, mais on peut citer Nabokov, et on peut citer Charles Pligné, Pligoncourt, qui a vécu 2 ans à Plaza Les musiciens, Déodat Sévérac, absolument. Mais que tous ces personnages n'ont pas vu les créateurs aussi, et vice-versa. Ah d'accord, il y avait un monde parallèle. Un monde parallèle, et ils ne se sont pas vus. C'est le côté raté de l'histoire. D'accord. C'était une question, on fréquentait pas la même taverne Non, le manque d'intérêt des uns et des autres. Ah oui, ça me foutait, oui. Aux uns et aux autres. D'accord. Je pense autant, moi je suis très intéressé par les peintres de ma génération, ou bien plus jeunes, il y en a très peu qui m'intéressent. Mais je les vois. Enfin, je les vois. Je vois du moins leur travail, ou j'essaie de voir leur travail. Mais il n'y a pas non plus de communion. Hein, il n'y a pas un soutien. Quand je dis un soutien, Terrus, il a été l'ami de Rhin, il a été l'ami de Mayol, il a été l'ami de Matisse. Hein. C'est pas ces gens qui lui ont dit viens, on va te faire rentrer dans une telle galerie, etc. Voilà, c'est un peu ça qui m'a toujours mis... Il y a un amalgame qui ne s'est pas fait, on va dire. Voilà, ils ne se sont pas rencontrés, ils ne se sont pas véritablement rencontrés. Au point que des grands artistes qui avaient déjà pignon sur rue dans les grandes galeries parisiennes auraient pu prendre un artiste d'ici et l'imposer à son tour dans une autre... Non, ça ne s'est pas fait, c'est vrai.
Il a fallu que chacun... Absolument. se- Donc, à Paris, c'est le côté voyeur. Hmm. Mais, je m'excuse. Donc tu reprends le. Oui, non. Non mais je vais te Oui. poser, je Oui. vais te poser, je vais te poser d'autres questions. Euh, Oui. sur les beaux-arts, Je alors me rappellerai parce que je suis. tu fus rédac chef à un moment non, de l'INDEP ou un truc dans le Je- genre. responsable de la rédaction locale. Et De tu es la le première. gars qui avait fait une page des beaux-arts par semaine spéciale, c'est ça ou... C'était fait, oui, c'était à une époque où on avait passé une sorte d'accord avec la direction de l'école des beaux-arts. C'était Jordi Vidal à l'époque. Mhm. Et effectivement, pour restituer une partie d'un travail spécifique. Mais alors, j'ai un trou de mémoire, je ne me souviens plus exactement, à ma grande honte, Oui. de quoi il s'agissait. Mais voilà, on accueillait dans l'Indépendant la restitution d'un travail de recherche qu'avait fait un groupe d'étudiants. Voilà. Et ça avait été une manière, voilà, de faire rentrer un peu les beaux-arts au journal et puis de faire cet échange qui, à mon avis, était intéressant parce que chacun était dans son rôle à ce moment-là. Voilà. Voilà. Et pourquoi ça s'est arrêté? Non, parce que c'était uniquement Ah, c'était sur un projet spécifique. D'accord, C'était ok. pas quelque chose qui était C'est pas pérennisé une dans le rubrique, temps. d'accord. Non, non, pas du tout. C'était parce qu'il y avait un projet spécifique dont on avait estimé, bon, c'était les gens des Beaux-Arts qui étaient venus me le proposer, Mhm. eux souhaitaient que c'était possible qu'il y ait un prolongement dans les médias parce qu'il y avait, je crois, commencer à me souvenir mieux, tout un travail de réflexion justement sur la question de la place de l'art dans les médias et tout. Et donc, on avait trouvé intéressant de faire ensemble, d'offrir cet espace ensemble pour qu'il y ait ce prolongement. Mais c'était vraiment spécifique sur une durée très, très précise, Ouais, etc. quoi. Voilà. d'accord. Voilà. Alors, on va reprendre sur le fait de faire un bouquin. Est-ce que c'est encore utile ou c'est juste pour se faire plaisir? Je suis très provoquant là, parce que qu'il y a encore, quoi. Enfin, Hein, donc- d'abord, si tu permets que je réponde, bon, tu diras après, mais d'abord, premièrement, on s'est fait plaisir. Oui. Parce qu'il y a combien, Claude? Entre 70 et 75 heures d'enregistrement, Mhm. de conversation. Que celle-là Arrangé. a dépouillé pour Avec Ouais. pour faire le livre, pour construire ces entretiens. Mhm. Et ces 75 heures ont été, on va le dire très simplement, ont été 75 heures de vrai bonheur. Mhm. Donc, on s'est fait plaisir. D'abord. Mais il n'y a pas que ça. Ouais. Parce que si on avait voulu que se faire uniquement plaisir, on n'aurait pas proposé Aux éditeurs, ouais. de rentrer dans le jeu. Les éditeurs ont dit, tiens, ça va être intéressant. Et c'est intéressant pourquoi? Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. On a aujourd'hui un livre où on entend la voix de Claude Massé parler de son art. Voilà. Et ma foi, moi je me dis qu'il est utile ce livre dans la mesure où si un jour un jeune étudiant d'une nouvelle école des beaux-arts Oui, de oui, Perpignan voilà. veut s'intéresser au travail de Claude Massé et entendre et dire, mais au fond, qu'est-ce qu'il disait de son travail? Il aura ce document, il aura ce travail de conversation dans lequel il pourra retrouver la parole de Claude Massé directe et non pas qui vient en plus de tout ce qui a été magnifiquement déjà écrit sur lui par d'autres. Voilà. Donc là, il y a les deux. On s'est fait plaisir et il y a un côté utile. Tu es d'accord ou pas? Je suis d'accord. Tu as le droit de ne pas être d'accord. Non, non, je suis d'accord. Tu t'es peut-être enquiquiné un maximum avec Serge. Hein, Non, non, mais il y a ce côté. Pour moi, c'est important, quoi. Ce que vient de dire Serge, au niveau de la suite du bouquin, ce que ça peut provoquer au niveau de personnes qui vont le lire. Et pour moi, c'est une chose qui est importante. Après, il y a cet autre phénomène, c'est que plus on parle, et plus je me rends compte qu'on aurait la matière d'en faire un second. Parce La que revanche, il y a oui. toujours, il y a toujours des anecdotes, forcément, qui nous Oui, ont oui, échappé oui. au moment où on le fait. C'est aussi un livre qui a voulu conserver une forme de spontanéité. Hein, voilà. Je n'ai pas voulu enfermer Claude dans un truc très... je l'explique d'ailleurs dans l'avant-propos. Les 2 premières conversations, ça avait été un peu un échec parce que j'arrivais, moi, avec mes questions toutes préparées sur un thème bien travaillé, bien cadré. Sauf que c'est toujours mieux les chemins de traverse que les grandes autoroutes. Claude Massé hein, sait être bourru. Voilà, oui, et puis il sait aussi s'échapper. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, tu vas le laisser s'échapper. Et puis c'est là qu'on a trouvé des choses magnifiques. Il a cette malice catalane, roussillonnaise. C'est ça. Et Que- qu'il fallait aussi respecter. Voilà. Tu penses qu'il y a une malice Ah, il y a bah oui.
il y a une malice roussillonnaise. Mais maintenant, elle se détecte moins puisqu'il y a eu dilution du produit, si je puis dire. Donc, mais moi qui suis venu à 8 ans ici, j'ai eu le temps d'observer mes contemporains, puisque j'ai vécu dans les villages, fils de commerçant que j'étais, et j'ai remarqué cette malice roussillonnaise. C'est Montalban, Vasquez Montalban, qui dit des Catalans sont des Florentins en habit de paysans. Et il y a ça aussi chez les Roussillonnais, en tant qu'ils sont catalans. Mais justement, en termes d'identité, c'est en train, malheureusement, je dirais, de disparaître parce que il y a pas, il y a peu de transmission. Et les médias en font partie. Mais je suis assez d'accord sur cette idée de malice. Il y a un côté, il y a chez Claude Massé un côté malicieux, et il y a un autre côté aussi, il y a un côté joueur. Oui. Oui, Il y a un côté très joueur. J'ai espiègle comme un écolier. C'est resté un écolier, Claude. Quand vous avez présenté, où je pose la question et il fait semblant de ne pas me reconnaître, ça c'est typique, tu vois. oui, c'est un jeu. C'est joueur. C'est ça, c'est un jeu, mais en même temps un côté provocateur. Hein. Mais une volonté une volonté d'exister. Oui. Par rapport à celui qui est en face. Tu vois que c'est la malice. Voilà, non mais ça c'est important. Et c'est ce pays est en train de perdre cette malice qui est absolument douloureux, je dirais, parce que c'est comme la tramontane, ça rafraîchit, ça donne la vivacité au territoire. Donc je ne sais pas comment on pourrait faire pour relancer la malice roussillonnaise et catalane. On vit un temps triste.